Youssef Indy, bonjour messieurs les frères Buffet, bonjour Jean-Michel et à tous. Aujourd'hui nous sommes à J-3, -4, je sais pas, des élections présidentielles. Nous allons les évoquer, nous ne trancherons pas, chacun doit trancher et savoir en toute responsabilité et liberté ce qu'il fait ou ce qu'il ne fera pas. Mais il y a eu cet incident de parcours dans la campagne, mais qui n'est pas un incident neutre. Et là, on peut penser qu'il ne s'agit pas de montage, à savoir la découverte d'une cache terroriste à Marseille avec non pas des Marseillais, mais des activistes qui venaient du Nord. Et ce n'est pas rien, puisqu'il y avait 3 kilos d'explosifs, il y avait un pistolet mitrailleur Uzi, c'est-à-dire donc c'est une arme compacte, très compacte, assez puissante, israélienne, et des gens qui avaient payé leur petit logement dans un quartier apparemment pauvre, même très pauvre, qu'ils l'avaient payé en liquide. Donc tous ces gens ont d'ailleurs ont toujours les moyens de se payer des logements en liquide. Je fais cette réflexion parce que ça avait été le cas d'un Égyptien, était-ce à Paris, l'Égyptien, oui, qui venait du Qatar et qui avait loué un appartement, fort cher d'ailleurs, dans le 8e arrondissement, celui qui avait attaqué des militaires au musée du Louvre. Il est intéressant, non pas de faire systématiquement des comparaisons, mais de rapprocher les événements les uns des autres, parce qu'il y a des faits qui sont parfois troublants et qui n'expliquent pas toujours la théorie de la coïncidence. Mais surtout que la DCRI avait prévenu les principaux candidats en disant qu'ils étaient menacés. En parallèle, on a eu une annonce disant que 50 000 gendarmes et policiers entoureraient, sécuriseraient les lieux de vote pour les élections. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est que François Fillon est celui qui a été menacé principalement et celui qui a été attaqué et traîné dans la boue pour cause durant toute cette période électorale, et il est un des candidats en tout cas qui pose problème à l'oligarchie sur le plan géopolitique. Je dis bien sur le plan géopolitique, puisque on l'a déjà dit, il veut tendre la main et se réconcilier avec les Russes, aussi tendre la main aux Iraniens, et il est évident que ça ne plaît pas à certains qui veulent maintenir le bloc anglo-américain, le bloc européen sous la domination anglo-américaine. Il y a un bloc antagoniste à la Russie, au monde eurasiatique. À l'espace eurasiatique. Notons que M. Fillon est noté 2 dans l'échelle des risques, Madame Le Pen 3, M. Macron 3 également. Il y a aussi le QG de Marine Le Pen qui a été attaqué par des antifas. Et là récemment, lors d'un de ces meetings, il y a eu des Femen et des antifas qui ont attaqué. D'ailleurs, Maître Collard a été chahuté et une Femen est venue agresser sur la tribune Marine Le Pen. Et on sait que de toute manière, les antifas et les Femen, c'est Parti socialiste Soros. Soros, c'est-à-dire les révolutions arrangées. Enfin, nous n'en sommes pas encore là, mais il est vrai que le pouvoir, le gouvernement, prend malgré tout certaines précautions en cas de troubles qui sont prévisibles, notamment entre les 2 tours. Alors, juste un mot quand même sur le travail de la DGSI, qui a bien fait son travail, qui le fait bien d'ailleurs de façon générale, toujours dans les limites qui lui sont imparties et les moyens qui lui sont donnés. Imparti par imparti, un parti IES. Et je pense il faudrait réfléchir à cette question. On n'aura peut-être pas de réponse aujourd'hui. Je pense qu'il y a peut-être au sein de l'administration française, quelles que soient les affiliations maçonniques ou autres, ou idéologiques même, il y a ce qu'on appellerait des loyalistes, c'est-à-dire des gens qui jouent réglo, qui sont fair-play, qui jouent le jeu démocratique,
démocratique, quels que soient les cas de figure. Et puis il y aurait aussi peut-être des gens, je rattacherais à une sorte d'état profond, qui seraient des tricheurs et qui n'acceptent pas le résultat, qui n'acceptent pas que le processus démocratique se conduise, se mène comme il se doit. Il y a des éléments perturbateurs. Je vous soumets cette hypothèse, Youssef. Pensez-vous que cette tentative d'attentat aurait pu être soutenue par ceux que j'appelle des tricheurs, donc les anti-loyalistes, puisque au fond, M. Fillon, vous venez de le souligner, est peut-être le candidat le plus dangereux pour le système. Avec Marine Le Pen, on voit que c'est les deux qui ont été attaqués, quasiment physiquement, en théorie. C'est un libéral conservateur, mais qui au plan géopolitique contrarie fortement la politique mondialiste, la politique du bloc euro-atlantiste, pardonnez-moi, notamment vis-à-vis de la Russie. Alors, y aurait-il pourrait-on envisager qu'il y ait un jeu délétère par là-dessous et qui ait été contrarié, ce jeu, par la partie loyaliste de l'administration? C'est possible parce que si on voit le contexte général géopolitique, on voit que l'oligarchie devient extrêmement, en tout cas ce qu'on peut appeler l'empire anglo-américain est extrêmement fébrile. On voit qu'ils ont manœuvré et très bien manœuvré pour tordre le bras à Donald Trump. Et il ne faudrait pas que d'autres souverainistes émergent, surtout en Europe et en particulier en France, et contrarient leurs plans. D'autant plus que on voit qu'il y a une véritable délégitimation du pouvoir en France. On voit un régime qui est en train de vaciller. Je l'avais déjà souligné après les attentats du 13 novembre, dans un article de Géopol Intel, où j'avais souligné, d'autres journaux avaient évoqué cela, la volonté du pouvoir, notamment de François Hollande, de modifier l'article 16 et l'article 36 de la Constitution pour s'octroyer les pleins pouvoirs en cas de déstabilisation, en cas de guerre civile. Et on voit avec les déclarations de Manuel Valls il y a quelques mois, qui a dit que si Marine Le Pen était élue, il a dit qu'il ne la laisserait pas gouverner. Le Premier ministre actuel, Cazeneuve, une multiplication le Premier ministre Cazeneuve, de gens qui visiblement n'ont pas envie d'appliquer les règles du jeu. Cazeneuve, le Premier ministre actuel, a menacé même de ne pas démissionner si Marine Le Pen était élue. Donc on voit qu'il y a véritablement un détraquage de ce qu'on appelle la démocratie. Donc dans ce contexte général de fébrilité du pouvoir oligarchique et de fébrilité, de fragilité du régime actuel, je dirais même de la République, de la Ve République, on peut envisager des actions téméraires de la part de ce qu'on pourra appeler l'état profond, mais on ne peut pas vraiment parler d'état profond. Donc une dérive vers la démocrature. Rappelons qu'il y a eu le 11 janvier 1992 arrêt entre deux tours d'élection du processus électoral en Algérie et que ça a débouché sur des centaines de milliers de morts et des années de terrorisme. Enfin, on ne sait pas très bien qui a conduit, si c'est là-bas aussi un État profond algérien qui a participé à cette stratégie de la tension qui a déchiré l'Algérie pendant presque une décennie. Donc on peut craindre qu'entre les deux tours, si les résultats du premier tour leur déplaisent, d'ailleurs Cazeneuve a tweeté à ce sujet, on peut s'attendre à des heurts. Alors eux-mêmes l'ont annoncé, émeutes, des groupes extrémistes, des attentats, etc. Donc il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à eux pour annuler l'élection ou même la reporter. D'ailleurs, je tiens à souligner que le 30 juin 2011, il y a eu un décret qui est passé, décret autorisant les forces de l'ordre, la police et l'armée à tirer à balles réelles sur la foule en cas de manifestation violente. C'était une application aussi de certaines dispositions européennes, puisque c'est une mesure qui a été prise à l'échelle de l'Union et qui a trouvé sa transcription dans le droit français. Donc il y a bien une fébrilité même du Politburo de Bruxelles. Une inquiétude latente et qui ne fait que croître ces dernières années. Donc on peut s'attendre au pire. Vous avez souligné que
des unités militaires sont montées vers la région Île-de-France, se sont concentrées. Je crois que je ne l'ai pas souligné, mais vous venez de le faire. Voilà. Même, on a annoncé que le 2e régiment étranger parachutiste, le 2e REP, qui sont au fond des super mercenaires, des mercenaires de la République, oui. Puisque maintenant l'armée, il ne faut jamais oublier, est professionnalisée, mais totalement professionnalisée. Enfin, c'est un régiment spécial qui intervient en cas de crise. Qui intervient en cas de crise, donc les conditions sont réunies. Et on est à juste titre s'inquiéter quand on se souvient qu'il y avait eu un rassemblement de Madame Le Pen à Nantes, et que le centre de Nantes, de La Rochelle aussi je crois, enfin de Nantes, avait été dévasté par des No Borders, Antifaf, zadistes, Black Blocs et autres, non pas sous l'œil bienveillant des forces de l'ordre, mais les forces de l'ordre avaient visiblement des instructions pour rester quasiment l'arme au pied. Alors, on peut souligner une chose, c'est que la modification de l'article 36 et 16 ont un but bien particulier. Surtout l'article 36. Ils n'ont pas été encore modifié. Alors, pas à ma connaissance, mais en tout cas, l'annonce avait été faite déjà en novembre 2015. Mais on peut les appliquer telles quelles de toute façon. Voilà, alors normalement, l'article 36 prévoit qu'en cas de déstabilisation du pouvoir, c'est l'armée qui reprendrait la main. L'armée qui reprendrait la main même à la place de... L'armée professionnelle, soulignons-le. À la place de la police. Alors, est-ce qu'on peut aussi souligner le fait que plusieurs militaires, des généraux, ont commencé à prendre la parole? Oui, il y avait M. Souplet, le général Souplet, qui avait rejoint Macron, qui l'a quitté. Oui, il y avait eu le général Tauzin. Oui, qui lui voulait avoir ses 500 signatures, qui ne les a pas eues. Oui, et un troisième, dont j'ai oublié le nom, qui vient d'être interviewé par Sputnik Radio très récemment, et qui a dit que la Grande Muette devait sortir de sa réserve. C'était une façon d'annoncer que, en quelque sorte, des troubles pouvaient advenir et que l'armée pourrait avoir un rôle à jouer. Mais je ne sais pas, ce sont généralement, assurément des généraux du cadre de réserve. De temps en temps, ils ont des velléités, comme ça, ils ont des bouffées, comme les jeunes femmes, les jeunes filles, de rébellion, mais très rapidement, ça rentre dans l'ordre. C'est ce qui est arrivé au général Picmal, d'ailleurs. Voilà, et ils reçoivent une lettre en disant on va vous sucrer votre quart de place à la SNCF. La gamelle va se réduire, et tout de suite, ils passent, généralement, c'est pas pour dire du mal des militaires, je les aime beaucoup, ils passent sur le tapis, mais tant qu'à broncher, il ne faut pas broncher à moitié. Souvenons-nous que les militaires ne sont pas faits pour la chose politique, sauf exception. Et on le remarque lorsqu'ils prennent la parole. J'avais écouté d'ailleurs le général Tauzin une ou deux fois, et ce qui m'avait frappé, c'est leur manque total d'expertise, donc ils doivent aussi être mal entourés, et on a l'impression de gens qui se réveillent après 30 ou 40 ans de sommeil, et qui ont le degré, alors c'est pas pour être méchant, mais c'est objectif, qui ont le degré d'analyse du téléspectateur de base assis sur son canapé devant sa télévision. C'est l'appel au bois dormant. Voilà, donc alors je l'ai entendu parler d'islam et d'islamisme sans donner de nom, sans expliquer. Quand il dit islamisme, on ne sait pas de qui il parle. Le mot inculte est applicable à la plupart de nos politiques, mais chez les militaires, je pense que c'est le mot d'analphabétisme profond qui... désolé, mais chacun... On est en démocratie, donc chacun croit qu'il peut l'ouvrir et dire quelque chose de pertinent. Alors, je sais, je vais voir tous les trolls qui vont troller, qui vont dire « Monsieur Vernochet, fermez-la à votre tour. » Vous savez pas de quoi vous parlez. Je m'efforce, et en toute modestie quand même, d'avoir, non pas de l'expertise, comme vous dites, mais d'avoir un regard un peu éclairé. Bon, je ne sais pas si on a tout dit sur les risques encourus. Nous allons savoir ça au dimanche soir. Une réflexion peut-être sur les sondages. On s'aperçoit que ceux-ci sont extrêmement contradictoires selon les sources. Les ordres sont quasiment inversés. On met Mélenchon en tête, enfin dans les 2 ou 3 premiers, alors qu'il régresse selon certains sondages à la 4e place.
Que penser de ça? Je crois que même les sondeurs et les instituts spécialisés sont aujourd'hui dans le brouillard le plus total, d'autant qu'ils ont des échantillons extrêmement restreints qui n'atteignent pas. Ceux qui n'ont pas Internet ne sont pas touchés aujourd'hui, où ça se fait par téléphone, donc ceux qui n'ont plus que des téléphones mobiles ne peuvent pas être touchés par ces... Alors, il y a un mois environ, Fait Document a publié des sondages du ministère de l'Intérieur qui mettait Marine Le Pen à 31-32%, Fillon à 22% environ, et Macron à 13%. Et Mélenchon encore en dessous. Alors depuis, on nous dit que Mélenchon a rattrapé, peut-être même dépassé Fillon, on verra. Fillon est toujours numéro 2, 23%, Madame Le Pen 24%, Monsieur Macron serait à 19% et Monsieur Mélenchon à 17%. Ce sont des sondages non conformistes faits en dehors des... En tout cas, pour résumer, ce que j'avais à expliquer dans mon dernier ouvrage, c'est que ce que je pense, c'est qu'on arrive à la fin d'un processus, d'une séquence historique qui annonce d'une manière ou d'une autre, je pense, la fin de la Ve République, si ce n'est la fin de la République tout court. Et la période historique que nous traversons actuellement ressemble beaucoup à la fin des années 30. Je vais résumer votre pensée, cher Youssef. On risque de passer, nous l'avons évoqué, de passer de la démocratie avec 2 S, oui, voilà. De la démocratie à la démocrature. En tout cas, il y en a qui sont actuellement fortement tentés. Je rappelle que vous avez publié un livre, je n'ose le qualifier de génial, en tout cas lumineux, La mystique de la laïcité, généalogie de la religion républicaine de Junius Frey. C'est un révolutionnaire qui a eu la tête coupée à Vincent Payon, mais enfin c'était pas n'importe quel révolutionnaire. Non, c'était un révolutionnaire venu du froid. Voilà. Un franquiste, un kabbaliste franquiste, petit cousin de Jacques Franck. N'utilisez pas de gros mots comme ça. Petit livre, mais qui connaît un fort succès et qui peut éclairer tout à chacun d'ailleurs sur l'environnement de ces élections, sur cette République qui se déclare laïque, neutre, au-dessus des partis, alors que l'on voit, vous l'avez souligné, Youssef Indy, que ce soit tant le Premier ministre que le Président de la République actuellement alerte, sortent de leur devoir, de leur obligation de réserve et s'immiscent dans le processus électoral. Peut-être est-ce utile un tout petit dernier mot? Il y a 2 questions qui se poseraient, à vous de réagir. Moi j'aurais bien aimé dire un mot sur les petits candidats. Ce n'est pas en fait totalement ni intéressant ni neutre. Et puis la question, on ne répondra pas à la question que tout le monde se pose, mais on peut peut-être quand même en dire un mot. C'est tout le monde me dit, mais pour qui voter, comment voter, pourquoi voter? Alors on commence par les petits candidats pour l'anecdote. Moi je pense que c'est pour faire illusion, une illusion démocratique, un peu aussi comme les primaires. Dans la vitrine. Les primaires ont servi aussi à essayer de mobiliser la population, parce que la démocratie, en tout cas ce système démocratique, ne peut vivre et survivre que par une alimentation des citoyens en vote, etc. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire, mais ça s'est retourné contre eux, parce que le candidat Juppé a dégagé et le candidat Valls a dégagé. Donc le système démocratique se retourne contre... C'est à double tranchant. Voilà. Et les petits candidats, alors je crois que c'est la première fois qu'on a eu des débats, surtout un débat avec tous les candidats, y compris les petits candidats. Jeudi. Voilà, c'est tout à fait, je pense, intéressant. Je pense aussi que c'est pour donner une illusion démocratique. Vous voyez où on donne la parole. Un brouillard démocratique, on meuble la vitrine démocratique. Alors il faut quand même savoir que tous les petits candidats ont bénéficié de prêts bancaires, parce qu'on se demande aussi qui finance là. Sauf c'est Cheminade qui lui fait une campagne de clodo. C'est un peu méchant pour lui. Il a disposé de 400 000 euros sortis de la poche de ses militants, j'imagine. Et on le voit au coin des rues, à la sortie des métros avec une banderole. Et il harangue les foules. Ça a plutôt un côté pas antipathique. Enfin, lui, c'est un vieux gaulo-gauchiste qui n'a pas que des idées mauvaises, mais enfin bon, il détonne un petit peu. Poutou, lui, avec son parasé, avec son pyjama ou son survêtement, donne une image extraordinaire. Autrefois, le
prolétaires s'endimanchaient. Il avait à cœur, même Monsieur Mélenchon met une cravate aujourd'hui. C'est du marketing. Il met son blue jean des dimanches, Monsieur Mélenchon, et une cravate. C'est du marketing, parce que quand même, faut rappeler que le candidat du NPA, enfin derrière le NPA, c'est Alain Krivine. Et Alain Krivine, lui, je pense pas qu'il s'habille en pyjama comme plutôt. Nous ne conduirons pas une réflexion cette fois-ci, mais quand même le programme de ces gens est remarquable. Aussi bien Monsieur Dupont-Aignan, qui lui veut aller emmerder les pingouins à l'île de Kerguelen en installant un bagne. Pourquoi les pingouins sont tranquilles chez eux? Il veut aller leur mettre la banlieue pour empêcher les pingouins de couver. Non, mais enfin, on croit rêver. Poutou, lui, il veut le SMIC à 1700 € tout de suite, incessamment sous peu. Et puis, alors Mélenchon serait intéressant quand même je termine avec Poutou, qui veut aussi désarmer les flics. Ah oui. Oui, alors il a quand même dit après le risque. Non, mais pas contre les terroristes, mais dans les banlieues. Hein. Dans les banlieues, sauf qu'ennuyeux, c'est que les gars, là aussi, ça méritera qu'on y revienne. Je rappelle que j'ai publié un livre qui étudie cette question, les fiancés de la mort. Les gars des banlieues sont des gars qui tout d'un coup, il y a une sorte de catharsis qui s'opère, qui sont des super délinquants, des drogués, des gens qui mènent des vies de patachons, qui pratiquent l'ivrognerie sexuelle, et qui du jour au lendemain... Des cas sociaux. Des cas sociaux qui tout d'un coup se retrouvent. Et l'un des deux, le terroriste arrêté hier, ou apprenti terroriste, ou supposé terroriste, entre dans cette catégorie. Et il faut bien noter, j'ai oublié de le rappeler, il avait été condamné 12 fois dans les 2 ou 3 dernières années, et il est en liberté. La dernière fois, en 2013, il avait été condamné à 4 ans de prison. Nous sommes en 2017, mais il est dehors, avec les remises de peine, j'imagine qu'il a fait 6 mois, quoi. Mais condamné 12 fois, et pour des délits qui ne sont pas neutres. Attaque avec violence, agression, vol, trafic de drogue, etc. Là, on pourrait quand même poser des questions à la démocratie, avec 2 S, de savoir pourquoi ces gens sont en liberté, même s'ils sont suivis par nos policiers, nos super limiers, qui ont peut-être autre chose à faire. Donc M. Poutou veut désarmer la police, il veut libérer tout de suite le hashish, c'est bien, ça fera marcher le commerce. Je me pose la question quand même, comment la démocratie peut-elle fonctionner avec des gens qui soient, je vais utiliser un mot aimable, aussi folkloriques, aussi fumistes, aussi fumeux, qui cela amuse-t-il? En tout cas... Il faut lire Guy Debord. La société du spectacle, voilà. En tout cas, ça brouille quand même le message politique, ça le dévalorise, ça le dévalue, ça le discrédite. Hein, Monsieur Gnangnan avec... son bagne au Kerguelen pour emmerder les manchots. Oui, moi j'aime beaucoup les manchots. Hein. Vous êtes un ami des animaux. Je suis un ami des manchots et des animaux. C'est pour ça. Et la salle, lui, alors la salle il chante. Il faisait comme autrefois Yves Montand. Monsieur. On avait voulu qu'Yves Montand se présente et puis il n'était pas capable. Alors lui dit mais votre programme. Alors il s'était mis à chanter. Ben, la salle il chante et il chante même le chant des partisans. Mais il devrait réfléchir quand même à 2 fois avant de chanter le chant des partisans parce que c'est quand même un chant assez féroce et même assez sanguinaire, au couteau, à l'explosif, enfin tout ce que l'on veut. On va bientôt voir les Daeshiens français monter à l'assaut en chantant le chant des partisans. Mélenchon, au meeting de Mélenchon, on ne chante plus l'Internationale. Bah oui. Et même si vous, au niveau des couleurs, comment dirais-je, des codes couleurs, on n'a plus de rouge avec Mélenchon, on a du bleu derrière. Donc, il est en train de changer totalement sa stratégie de faire oublier. On ne va pas lasser l'attention de nos spectateurs, mais avez-vous remarqué que le symbole de Mélenchon, c'est une ampoule? C'est un tortillon d'ampoule, alors on voit des ampoules, mais c'est le tortillon aussi d'Erdogan. C'est le même symbole, c'est le symbole de l'AKP. Personne n'a, j'ai pas vu, pourtant les journalistes sont des vrais professionnels, qui n'aiment pas la concurrence indépendante. Mais personne n'a remarqué ça, c'est quand même assez extraordinaire. Regardez les images du meeting de Marseille, vous voyez, il y en a qui tiennent des ampoules en l'air, ou qui tiennent des ampoules dessinées sur un panneau. C'est le truc de l'AKP. Alors, il n'y a pas de rapport, à mon avis.
Mais enfin, bon, la lumière, je ne sais pas si elle viendra de l'Est. Enfin, elle naît toujours, le soleil naît à l'Est. Je pense pas qu'elle viendra de Turquie, en tout cas pas la Turquie d'Erdogan. Et en tout cas, pas de Mélenchon, qu'il faut rappeler quand même un ancien trotskiste. Ouais. Nous avions 3 candidats trotskistes. Monsieur Mélenchon, ancien lambertiste, donc de Monsieur Bousnel, Madame Artaud et Monsieur Poutou, ça fait quand même beaucoup. On n'a pas 3 candidats, on n'avait pas 3 candidats qui se réclamaient des heures les plus noires. Il faut rappeler quand même que le grand ancêtre Trotsky est responsable non pas de quelques millions de morts, mais de quelques dizaines de millions de morts. C'est quand même assez étrange de voir que l'ombre portée par l'histoire se projette jusqu'au XXIe siècle. On conclura là-dessus alors. Merci à vous. Merci à vous.